Quand, quand on parle de médecine défensive, il faut nécessairement analyser l'évolution historique. Il faut nécessairement analyser. Je disais, quand on parle de médecine défensive, il faut nécessairement analyser l'évolution historique du système d'assurance en Italie et la façon dans laquelle ça a contribué à générer cette médecine défensive. C'est un peu l'argument qu'on va traiter ce matin, grâce surtout à la contribution de l'avocat Macri pour la partie juridique et du professeur Marcella pour la partie médico-légale. Moi, je vais me limiter à résumer un petit peu, à faire une analyse en résumé des causes historiques qui ont contribué à l'évolution du système à partir de 1997 et quelle influence il a eu sur la médecine défensive. Dans cette période de vingtaine d'années, on peut observer qu'une série de facteurs spécifiques dans l'évolution de la jurisprudence, les conditions du cadre normatif et du marché. Donc, progressivement, ils ont transformé d'un modèle qui était d'assurance à un système très orienté à un système d'auto-assurance. Quand on parle d'auto-assurance, je me référais à un système dans lequel les hôpitaux ou les entreprises hospitalières en général, de façon plus ou moins organisée, s'occupent de la gestion des remboursements à travers une organisation interne qui est très structurée et d'autres fois doit faire face à des situations très complexes avec des difficultés objectives. La chose plus importante, donc ça produit des remboursements qui sont donnés avec des fonds publics. Il y a des régions en Italie qui ont adopté cette politique d'auto-assurance. Oui, ils ont recours à un système d'assurance qui prévoit des franchises très élevées, jusqu'à 1 million et demi d'euros. Vous savez que la franchise, c'est cette partie de dommages qui était à la charge de l'assuré. Donc, une grande partie de ces sinistres sont payés avec des fonds publics. Voyons ces trois facteurs qui ont concouru à ce système. Donc, la partie de la jurisprudence, il y a eu un jugement de la cassation 589-199. Ce jugement établit que pour la résolution des litiges de responsabilité sanitaire, on fait recours au principe de responsabilité contractuelle. Ça a sans aucun doute rendu plus aisé et plus facile cette voie pour obtenir un remboursement. Et ça a créé une augmentation des demandes de remboursement. Je ne vais pas aller dans l'analyse technique. La chose importante, c'est de souligner le système de la responsabilité devient de plus en plus responsabilité sanitaire, de plus en plus complexe. Il vient défini comme un sous-système de la responsabilité civile. On le définit un satellite expérimental d'ingénierie sociale. Donc il y a une très importante transformation. On le verra bientôt, sans un cadre normatif qui l'aide. Donc, la jurisprudence remplace l'activité normative. Pour rendre ce système encore plus compliqué et précaire, il y a eu ces jugements de 2008, les sentences de Saint-Martin, qui vont alimenter le débat sur l'intégralité du remboursement. Donc, de là, se sont générées des augmentations des coûts des remboursements sur les sinistres, équivalent à 20% environ. Donc, c'est une augmentation des coûts des remboursements. Donc, en résumé, ce sont les éléments, les facteurs juridiques qui ont pesé sur l'évolution de ces systèmes d'assurance. Donc, l'impact sur la médecine défensive. Le deuxième facteur est le cadre normatif
En 1999, toujours, on parle il y a à peu près 20 ans, il y avait, on peut parler de cadre normatif, donc une absence de ce cadre normatif. Il faudra attendre 2017 pour avoir finalement une loi organique en matière de sécurité des soins et de responsabilité professionnelle. Il y avait eu une tentative en 2012, mais il n'y avait pas eu de succès. Donc cette loi de 2017 a le mérite d'essayer de réglementer ce système d'assurance. Donc introduit l'obligation d'assurance. Parce qu'en Italie, pour les entreprises hospitalières, ce n'était pas prévu d'avoir une obligation d'assurance, même si ça permet le recours au recours des santé. Ça a un mérite encore plus important d'introduire des limites quantitatives voilà, au remboursement pour des fautes graves. C'est un élément fondamental. Avec l'auto-assurance, l'avocat Matri, l'intervention de la Cour des comptes, donc il y a eu une pression très forte sur les médecins. Cette loi a été approuvée il y a 2 ans. Jusqu'à maintenant, on n'a pas approuvé les décrets pour la mettre en œuvre. Jusqu'à maintenant, elle est résultée inapplicable. Le troisième facteur qui a donc conditionné le système d'assurance, c'est le marché. En 1999, c'est ces événements juridiques et de normatifs du marché se concentrent dans cette période. En 1999, ça coïncide avec un cycle de 10 ans de presque monopole d'assurance de la part des Lloyds de Londres, qui va finir en 2008 à cause des pertes économiques très élevées du marché anglais à l'évolution dont j'ai parlé, l'évolution de la jurisprudence dont j'ai parlé. L'offre d'assurance en 2008, qui était assez évidemment hypertrophique, donc se dissout dans un très bref arc de temps. Voilà, il y a un passage important à ce moment-là, cette absence d'assurance, d'assureur qui ait des compétences et qui donne une certaine sécurité économique. Cet espace est laissé à des assureurs financièrement peu fiables, à un particulier. Malheureusement, cet assureur, après 4 ans d'assurance sur tout le territoire national, a laissé des centaines d'hôpitaux sans couverture d'assurance, parce qu'il a, disons, failli. Il a fait faillite, donc, oui. Donc, les hôpitaux qui avaient pris une prime d'assurance, ils doivent payer eux-mêmes les sinistres. Donc, on peut identifier qu'à cause de ce manque de confiance du marché d'assurance, une absence d'un cadre normatif et une inflation des remboursements, le système d'assurance traditionnel a cédé le pas à l'auto-assurance. Ça aura un impact donc important sur la médecine défensive, parce que le fait d'avoir recours à l'auto-assurance prévoit une intervention constante de la Cour des comptes, et cette intervention est vécue par les médecins avec beaucoup d'appréhension, d'anxiété de la part des médecins. Elle intervient justement, comme je vous disais, l'auto-assurance prévoit des remboursements avec des fonds publics. Donc la Cour des comptes vient à la recherche d'éventuels remboursements qui sont conséquents à une activité médecin pour voir quelles sont les responsabilités. Pour vous donner une idée économique, il y a 4 raisons qui sont en totale auto-assurance. Une région du centre-nord qui est auto-assurée a une demande à peu près de 750-800 demandes de remboursement par an. Donc une dépense de 30 millions d'euros à peu près. Vous voyez que la pression sur les médecins pour tout ce qui est payé avec les fonds publics, c'est assez fort. L'actualité, le panorama d'assurance qui est peuplé par de petits groupes d'assurance qui sont en général étrangers,
qui sont en train d'essayer de recréer une relation de confiance entre l'assuré et l'assureur. En Italie, lentement, il commence à se former une culture de la gestion du risque qui aille au-delà du financement du risque. Ce qu'on disait dans l'introduction. Donc, ça sera dans le style des prochaines années d'essayer de trouver un partenariat pour permettre donc les expériences, les compétences professionnelles à l'intérieur des hôpitaux, du point de vue de la gestion du risque, et donc avec ce qui est la démarche traditionnelle d'un assureur. Je voudrais vous donner une photographie du panorama qui représente ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Vous voyez la recueil des primes en 2017, c'était 272 millions d'euros. Si vous les confrontez avec le 2010, vous voyez que au 2010, aujourd'hui, il y a une diminution. Il a baissé d'une quarantaine de %. Donc, une autre donnée importante est le nombre des entreprises hospitalières assurées publiques. 696 contre les 1404 de 2010. Le recours à l'assurance diminue et a diminué beaucoup. En 2017, il y a eu 14 000 demandes de remboursement pour des responsabilités certaines. C'est juste pour la statistique. On nous enseigne que donc, la moitié ont été repoussées parce qu'on n'a pas identifié des profils de responsabilité. Donc, je veux conclure. La valeur des fonds qu'on a mis de côté pour l'auto-rétention du risque, l'auto-assurance, donc, de ces entreprises publiques, hospitalières publiques en 2016, c'était donc une collecte de fonds, 511 millions d'euros, supérieur de 70% à celui des primes versées de la même année. Pour avoir une idée aussi graphique de cette donnée, comme vous pouvez le voir, afin d'une augmentation importante du recours à l'auto-assurance, on assiste à une réduction constante des primes d'assurance. Ce qu'on souhaite, c'est que dans les prochaines années, qu'on réussisse à invertir cette tendance en introduisant un système, une culture qui affronte la gestion du risque, pas seulement en termes de financement, mais de gestion globale dans le risque dans son entier, donc des événements. Merci pour l'attention.